Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits, de nous rejoindre pour ce webinaire du mois d'avril. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Michael Mange pour cette session sur nos ancêtres militaires et civils durant la Première Guerre mondiale. Alors, avant de commencer, je vous conseille, comme pour chaque session, de fermer tous les services, tout ce qui ne vous sert pas, votre messagerie email, par exemple, Skype, Dropbox, montez le volume de vos haut-parleurs ou utilisez un casque. Ouvrez le panneau de contrôle du webinaire. Vous pouvez prendre du papier et un stylo pour prendre des notes, mais sachez que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible en ligne, en replay, au plus tard dans les deux prochains jours. Alors, voici le panneau de contrôle. Si c'est votre première session avec nous, vous voyez qu'il y a une section pour les questions. Vous pouvez écrire vos questions pendant la présentation. Je les dirai à la fin de la présentation et de cette façon, Michael pourra répondre à vos questions. J'annoncerai aussi à la fin de la présentation le participant qui aura remporté un abonnement annuel à MyHeritage. Donc, tout ça, ce sera à la fin de la présentation. Deux mots sur MyHeritage, c'est votre site de généalogie en ligne sur laquelle vous pouvez construire votre arbre généalogique, faire des recherches dans la base de données qui contient actuellement près de 17 milliards de données historiques. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de faire des tests ADN généalogiques. Alors, Michael Mange, nous avons le plaisir de l'accueillir pour ce webinaire du mois d'avril. Nous l'avions déjà accueilli, si je me souviens bien, en octobre 2020. C'est un généalogiste professionnel qui est implanté en Isère et qui pratique la généalogie depuis plus de 10 ans. Michael, bienvenue pour cette nouvelle session et je vous donne le contrôle de la présentation. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des sources d'archives pour découvrir la vie de vos ancêtres durant la Première Guerre mondiale, à la fois des archives pour détailler le parcours des soldats, mais aussi des archives pour découvrir la vie de la population à l'époque, ceux qui n'ont pas combattu ou les personnes qui sont restées dans leur foyer. Voilà. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux archives visant nos ancêtres militaires, et pour cela, je vais vous faire un petit rappel historique pour mieux comprendre le service militaire de cette époque. Donc, depuis la loi du 5 septembre 1798, qui a créé le principe de la conscription, les jeunes gens d'une même classe d'âge sont tenus d'effectuer un service militaire. Les conscrits étaient recensés à leurs 20 ans et ils étaient désignés par un tirage au sort. Partaient à l'armée ceux qui avaient tiré un mauvais numéro. Les hommes avaient aussi la possibilité d'échapper à ce service en payant un remplaçant. Et bien sûr, tout le monde n'avait pas la possibilité ou les moyens de payer ce remplaçant. Pour ce qui est des obligations militaires auxquelles étaient soumis nos ancêtres, à l'époque de la Première Guerre mondiale, plus précisément, il y a 4 lois qui ont modifié le service, le rendant plus progressivement obligatoire et plus égalitaire. Donc, premièrement, la loi du 27 juillet 1872, qui a instauré une durée du service par tirage au sort. C'est-à-dire que les plus petits numéros, que l'on appelait aussi les mauvais numéros, devaient réaliser un service de 5 ans. Et les plus gros numéros, ou les bons numéros, ne réalisaient qu'un service d'1 an. De 1890 à 1905, le service militaire fut obligatoire pour tous et d'une durée égale pour tous à 3 ans de service. En 1905, le tirage au sort fut supprimé et le service fut passé à 2 ans de service obligatoire pour tous. Et pour terminer, en 1913, avec la loi du 7 août, le service passe de nouveau à 3 ans et le recensement des jeunes s'effectua désormais à 19 ans. La durée des obligations militaires était constituée de 4 périodes. La première période de service, que l'on nomme souvent le service militaire, correspond en fait à une période de service dans l'armée dite active. Mais les hommes n'étaient pas libérés après cette période. En effet, après ce premier service dans l'armée active, les hommes retournaient à leur vie civile et passaient dans la réserve de l'armée active.
Ils devaient alors réaliser des exercices réguliers d'instruction et rester mobilisables en cas de guerre. Ensuite, les hommes passaient dans l'armée territoriale. Cela concernait principalement les hommes âgés de plus de 35 ans. Cette armée dite territoriale désignait les unités devant servir de réserve d'effectifs pour les combats ou qui gardaient les installations et les postes de l'arrière, avec la tâche d'entretien des voies de communication par exemple. Puis pour leur dernière période, la 4e, les hommes passaient dans la réserve de cette armée territoriale. C'est seulement après cette 4e période que les hommes étaient libérés de toutes leurs obligations militaires. Donc, comme vous le comprenez, à l'époque de la Première Guerre mondiale, les hommes ont connu une période d'activité militaire plus ou moins longue, selon leur année de naissance et selon l'évolution des lois, puisqu'ils ne restaient pas liés à la loi en vigueur au moment de leur incorporation. L'entrée en guerre et l'ordre de mobilisation générale du 2 août 1914 fit que ces 4 formations furent mobilisées progressivement, aussi bien l'active et sa réserve que la territoriale et sa réserve. En 1914, les hommes concernés par cet ordre de mobilisation furent généralement ceux des classes 1887 à 1913, c'est-à-dire les hommes nés entre 1867 et 1893. Rapidement, les hommes qui avaient été dispensés de service furent rappelés devant des commissions de réforme afin d'augmenter les effectifs des unités de l'armée. En effet, tous les conscrits d'une même classe n'avaient pas été envoyés dans des régiments, car avant d'effectuer leur service, les jeunes devaient être déclarés aptes après un examen de leurs conditions physiques ou de leur situation familiale. Cette étape se faisait devant un conseil de révision, et ces archives des commissions de réforme ou des conseils de révision sont conservées aux archives départementales en série R et pourront donc vous fournir des informations sur la santé ou sur l'environnement familial d'un conscrit. Difficile de présenter des archives relatives à la Première Guerre mondiale sans aborder la fiche matricule, qui est l'un des documents essentiels à rechercher. Les fiches matricules contiennent de nombreux renseignements civils et militaires, mais c'est avant tout un document essentiel car elle contient tout le parcours militaire d'un individu, de son recrutement jusqu'à son dégagement de ses obligations militaires. Donc les premiers registres matricules sont apparus en 1859, mais selon les dépôts d'archives, les collections ne démarrent que quelques années plus tard. Ils étaient dans un premier temps présentés sous forme de tableaux, puis à partir de 1878, la fiche matricule d'un soldat représente à minima une page entière dans le registre. Je vous ai affiché ici un exemple, il s'agit du modèle de fiche matricule existant en 1913 et qui était donc utilisé les années suivantes durant la guerre. Les registres matricules sont dressés chaque année pour chaque classe d'âge et dans chaque bureau de recrutement militaire. Les soldats sont classés par numéro de matricule à l'intérieur des registres et des tables alphabétiques annuelles sont également tenues pour en faciliter la recherche. Pour ce qui est de la communicabilité de ces documents, conformément au Code du patrimoine, les registres matricules sont librement communicables 120 ans après la naissance des intéressés, en raison de l'éventuelle présence de renseignements médicaux. Si les registres matricules français sont aujourd'hui numérisés et facilement accessibles en ligne, c'est notamment grâce au centenaire de la Première Guerre mondiale et à une délibération en 2013 de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorisant la mise en ligne et l'indexation des registres matricules jusqu'à la classe 1921. Et depuis les commémorations du centenaire et cette dérogation, de nombreux services d'archives ont entrepris la numérisation de ces registres et les recherches sur le parcours des soldats en 14-18 en sont grandement facilitées. Ces registres matricules sont eux aussi conservés aux archives départementales en série R, sauf exception. En effet, les registres matricules des Français domiciliés à leurs 20 ans dans les territoires d'anciennes colonies, par exemple l'Algérie, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie,
sont conservés aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence et numérisés jusqu'à la classe 1921. Autre cas particulier, les registres matricules des Français domiciliés à leurs 20 ans au Maroc ou en Tunisie sont, eux, conservés au Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ces registres ne sont pas numérisés. Pour ce qui est de la méthode pour retrouver une fiche matricule, il faudra commencer par calculer la classe d'appartenance. Comme je l'ai dit, cela correspond à l'année de naissance de l'individu plus 20 ans. Par exemple, pour les jeunes nés en 1880, la classe d'appartenance était la classe 1900, soit 1880 plus 20. Il faut ensuite identifier le bureau de recrutement militaire dont je vous parlais juste avant. Lorsque les hommes atteignaient l'âge de 20 ans, ils devaient se faire recruter dans le bureau de recrutement militaire dont dépendait leur commune de domicile légal. Il faut donc connaître le domicile de la personne ou, à défaut, celui de ses parents pour s'orienter. Muni de l'année et du bureau de recrutement, vous pourrez consulter la table alphabétique correspondante, c'est-à-dire celle du bureau de recrutement concerné, pour l'année où la personne a été recensée. Cette table est classée par ordre alphabétique des conscrits. Notez le numéro inscrit en face du nom de la personne. Il s'agit de son numéro de matricule. Vous avez ici un exemple de table alphabétique avec les noms des soldats sur la gauche et les numéros matricules dans la colonne de droite. Dernière étape, retrouvez la fiche matricule elle-même. Une fois que vous avez noté le numéro de matricule, consultez le registre qui englobe ce numéro à la page correspondante. Le registre est classé par ordre croissant des numéros et le numéro est inscrit en haut à droite. Quelques cas particuliers pour la recherche de ces fiches matricules. Il arrive qu'une personne ne soit pas rattachée à sa classe, mais à une autre classe postérieure. Cela peut être le cas lors d'un séjour à l'étranger ou lors d'une naturalisation, par exemple. Il faut alors se reporter à la fin de la table alphabétique pour connaître la classe de rattachement. Plusieurs bureaux de recrutement peuvent aussi se trouver dans un même département, et de plus, dans certains départements, des communes pouvaient être rattachées à des bureaux situés dans des départements limitrophes, et il faudra donc rechercher les registres matricules auprès de ces archives. Les registres matricules des anciens départements sont à rechercher dans les départements actuels, par exemple ceux de la Seine ou de la Seine-et-Oise, d'anciens départements, qui sont à rechercher aux archives de Paris ou aux archives départementales des Yvelines. Intéressons-nous désormais au contenu de la fiche matricule. C'est au départ un formulaire pré-imprimé qui est composé de différents espaces consacrés dans la partie haute du document à l'état civil du conscrit. Nous retrouvons également son domicile, sa profession, les noms et le domicile de ses parents. Dans la colonne de droite, nous retrouvons la classe et le numéro de matricule, ainsi qu'une description physique et le niveau d'instruction de l'individu. Pour la partie centrale de la fiche matricule, nous retrouvons sur la gauche le détail des services et des mutations. C'est un état de service du soldat. Et c'est dans cette rubrique que vous trouverez les éléments essentiels pour connaître son parcours militaire, puisque seront détaillées toutes ses différentes affectations. S'y trouve aussi un rappel de la décision du Conseil de révision, la liste des campagnes auxquelles il a participé, les éventuelles blessures, les décorations reçues, les condamnations judiciaires, s'il y en a, ou plus généralement des remarques sur le mérite et le comportement du soldat. Enfin, vous trouverez la date de libération du service militaire de la personne. Pour terminer, sur la droite, les colonnes de la fiche matricule nous indiquent une liste des unités militaires auxquelles le soldat a été affecté durant les 4 périodes que je vous ai décrites précédemment, l'armée active et sa réserve, puis l'armée territoriale et sa réserve. Pour terminer, vous trouverez également les domiciles successifs de l'individu.
Pour terminer avec la description de la fiche matricule, un petit fait particulier concernant ces archives et leur numérisation, car vous avez peut-être remarqué que de nombreux bouts de papier sont parfois collés sur ces documents, pour ceux qui en ont déjà consulté. Avec la quantité d'informations croissante que les fiches matricules contenaient, en particulier avec la guerre, la page unique qui constituait le matricule ne présentait parfois plus suffisamment d'espace pour pouvoir inscrire toutes les informations sur le parcours du soldat. Pour pallier à ce manque d'espace, de nombreux bouts de papier, qui sont appelés par les archivistes retombes ou béquets, sont parfois collés sur la fiche afin de compléter une rubrique, et elles finissent parfois par masquer les informations d'origine inscrites sur le feuillet. Comme la plupart des registres matricules sont numérisés, cette contrainte a été prise en compte par les prestataires lors de la numérisation des documents, et dans ce cas, une fiche matricule sera consultable par l'intermédiaire de plusieurs vues numériques avec le recto et le verso de chaque retombe. Donc c'est à prendre en compte lors de votre visualisation des archives. Pour continuer avec les archives intéressantes, pour détailler un parcours militaire, je voudrais maintenant vous présenter quelques sources de documents pour des cas particuliers, tels que les soldats blessés ou soignés, ou les individus disparus ou faits prisonniers pendant le conflit. Tout d'abord, le service des archives médicales et hospitalières des armées, qui est chargé de la conservation des archives médicales issues des hôpitaux militaires qui ont existé en France ou dans les anciennes colonies. Ce service possède un fonds spécifique pour les documents de la période 14-18. Il reste plutôt méconnu et peu exploité, et pourtant des documents furent édités pour chacun de nos ancêtres ayant fréquenté les hôpitaux mobilisés pendant la guerre, que ce soit des hôpitaux permanents ou des hôpitaux temporaires, qui ont été créés pendant le conflit. Tous les dossiers médicaux des hôpitaux militaires sont donc conservés dans ce service d'archives. Deux principaux types de documents sont à signaler. Il s'agit de documents visant les mouvements de la population, par exemple les bulletins d'entrée et de sortie ou d'évacuation des blessés, et les documents visant le traitement des malades et des blessés, par exemple les diagnostics ou les observations chirurgicales. Basé à Limoges, ce service n'accueille pas de public et les recherches se font par correspondance uniquement. Avant toute demande auprès de ce service, assurez-vous d'avoir trouvé une mention de date et de lieu de blessure ou d'hospitalisation pour la personne recherchée. Ces mentions peuvent notamment être inscrites sur une fiche matricule. Pour formuler votre demande et optimiser les chances de recevoir une réponse positive, il est conseillé de préciser le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'individu, une copie de sa fiche matricule, la date et le lieu de la blessure ou d'hospitalisation retrouvée, ainsi que vos coordonnées complètes et une copie de votre pièce d'identité. Ici, un exemple de document qui peut être conservé par ce service. Il s'agit d'un billet d'entrée dans un hôpital. La fiche matricule du soldat mentionnait seulement qu'il fut blessé et évacué vers une ambulance temporaire sur le front d'Alsace en décembre 1915. Ce document, obtenu auprès du service, va ainsi compléter les informations contenues par la fiche matricule de cet homme, notamment en donnant de nouvelles informations sur les causes de la blessure. Il est précisé ici qu'il fut évacué vers l'ambulance le 29 décembre 1915 pour une plaie au thorax due à un tir d'obus. Donc, comme vous le voyez, les archives médicales peuvent apporter des compléments d'information très intéressants sur le parcours d'un soldat. Et la guerre engendra aussi un grand nombre de prisonniers, et là aussi, des archives nous permettent d'obtenir des informations sur le parcours de ces personnes. Une première piste de recherche pour vos ancêtres qui furent prisonniers durant le conflit, il s'agit des archives du Comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge indique que près de 8 millions de militaires et 2 millions de civils furent capturés et internés plusieurs années dans des camps de détention durant la Première Guerre mondiale. Dès 1914 fut mis en place à Genève un bureau de renseignement qui recueillit des documents provenant des États en guerre sur le front occidental principalement.
les documents conservés concernant cette guerre sont aujourd'hui intégralement numérisés et disponibles sur le site. Ils sont principalement constitués d'avis de capture et de listes de prisonniers ou des listes de transfert de camps. L'indexation des noms contenus dans ces listes a donné lieu à la création de fiches individuelles qui sont accessibles par un moteur de recherche sur le site internet du CICR. Vous avez ici une capture d'écran de ce moteur de recherche. Pour retrouver un prisonnier dans cette base de données, il faut donc connaître, comme vous le voyez, son nom, son prénom. Pour les homonymes, il est conseillé de connaître l'unité régimentaire d'appartenance. Il faut connaître également la nationalité et le statut de la personne, c'est-à-dire s'il était militaire ou civil. En entrant ces informations, on accède aux fiches individuelles qui sont classées par ordre alphabétique ou parfois de manière phonétique. Chaque fiche individuelle renvoie vers la ou les codes alphanumériques des documents mentionnant la personne. De plus, toute une partie de leur site internet est dédiée aux archives complémentaires qui permettent de mieux appréhender la vie dans les camps de concentration, dans les camps de prisonniers, avec des cartes postales, des lettres, des témoignages ou des descriptions de certains camps. Pour exemple, la fiche matricule d'un soldat mentionne qu'il fut fait prisonnier sur le front des Vosges le 2 septembre 1914 et rapatrié d'Allemagne en fin d'année 1918, soit 4 années pour lesquelles son parcours nous est inconnu. En entrant son nom dans le moteur de recherche du CICR avec le statut de militaire, je retrouve une fiche individuelle dans la base de données, dont voici ici une capture d'écran. En survolant cette fiche, je peux cliquer sur un lien en rouge qui indique plus d'informations sur la personne. Ce lien permet d'accéder à une seconde page avec un nouveau moteur de recherche dans lequel nous allons pouvoir entrer les codes renseignés sur la fiche individuelle retrouvée à l'étape précédente. Ici, 2 codes figurent sur la fiche du soldat, P10556 et P47218. Ces 2 codes renvoient à des listes de prisonniers et la cote P10556 nous apprend par exemple que ce soldat était dans le camp de Stuttgart 2 en Allemagne en 1915 puisqu'il figure sur la liste de prisonniers transmise par ce camp à la Croix-Rouge au mois de janvier 1915. Maintenant, une autre source pour obtenir des détails sur un prisonnier de guerre, il s'agit du journal La Gazette des Ardennes. Malgré son titre français et sa langue française, il s'agit d'un journal édité entre 1914 et 1918 par les Allemands lorsqu'ils occupèrent le nord de la France. Le journal fut édité en grande partie à Charleville, aujourd'hui Charleville-Mézières, notamment dans un but de propagande afin d'influencer l'opinion publique. Le journal diffusait des annonces officielles des autorités allemandes, ainsi que des extraits de journaux allemands, français ou anglais. L'intérêt du journal pour la recherche est qu'il contient également des listes de prisonniers qui étaient parfois publiées avec quelques photographies dans l'édition illustrée de la Gazette. Les numéros du journal sont numérisés et disponibles sur le site de l'Université d'Heidelberg en Allemagne. Et malgré la faible qualité des documents qui sont numérisés, il sera parfois possible de réaliser une recherche en mode texte avec un patronyme. Sachant que des numéros sont aussi numérisés sur Gallica, un site numérique de la Bibliothèque nationale de France. Toujours sur Gallica sont publiés les numéros d'un journal intitulé La recherche des disparus. Il fut publié durant la guerre, entre 1915 et 1917, par une association lyonnaise, l'Association française pour la recherche des disparus, en lien avec la Croix-Rouge. Ces numéros contiennent des demandes provenant à la fois de familles ou d'individus. En effet, le journal pouvait être contacté par des familles recherchant un soldat disparu, dont ils étaient sans nouvelles, mais aussi en sens inverse, par des soldats recherchant leur famille et qui communiquaient leur adresse. Il est aussi possible de retrouver dans ce journal des listes de prisonniers.
À présent, une mention des bases de données présentes sur Internet qui entrent dans le cadre des recherches sur la période de 14-18 et qui pourront vous apporter des précisions pour reconstituer le parcours d'un individu à cette période. Tout d'abord, un site incontournable visant ce conflit est Mémoire des hommes. La base des soldats morts pour la France est très connue des chercheurs. Elle est issue d'un fichier général des militaires décédés au cours de la Première Guerre mondiale, élaboré à la fin de la guerre et qui concerne plus d'1 million de personnes. Durant le centenaire de la guerre, les internautes ont indexé la totalité des fiches présentes sur le site internet. La recherche est nominative, mais peut aussi être réalisée par nom de lieu, par unité, date de naissance ou de décès par exemple. Chaque fiche renseigne sur l'identité des individus, leur mention mort pour la France ou non, leur date et lieu de naissance, leur grade et leur unité, le bureau de recrutement, la classe et le matricule, les dates et lieux de décès et le lieu de transcription du décès. Les historiques régimentaires des différentes unités de l'armée figurent aussi parmi les sources les plus connues pour ceux qui s'intéressent au combat de 14-18. Ce sont de courtes monographies, publiées après la guerre, qui synthétisent la campagne de l'unité entre 1914 et 1919. Une autre ressource importante, présente sur le site internet Mémoire des hommes, sont les journaux des marches et opérations. Chaque unité des armées tenait ses registres afin de consigner de manière chronologique les événements quotidiens pendant la guerre. L'intérêt des historiques régimentaires et des JMO sont de fournir des détails presque quotidiens sur la vie des unités pendant la guerre. Ainsi, une fois que les affectations d'un soldat sont connues, par la fiche matricule par exemple, ces archives permettent de retracer son parcours et de connaître les combats dans lesquels il a été engagé. Ces registres contiennent parfois des cartes, des listes nominatives, des blessés ou des tués à une date précise. Je cite encore d'autres rubriques présentes sur le site, comme la rubrique Les artistes de la Grande Guerre, qui présente une collection d'estampes et d'illustrations accessibles par thème, par exemple les blessés, les femmes au travail pendant la guerre ou les atrocités allemandes. D'autres rubriques sont accessibles par une recherche nominative. Il s'agit des fusillés de la Première Guerre mondiale. Cette base permet d'accéder aux dossiers de procédure et aux jugements visant les individus fusillés au cours du conflit par la justice militaire française. Il s'agit par exemple de cas de désobéissance ou d'affaires d'espionnage. Pour terminer, il est possible d'accéder aux fiches de 74 000 personnes qui étaient durant l'aéronautique pendant le conflit, comme les pilotes, les mitrailleurs, ou encore les mécaniciens et les techniciens. Pour terminer avec les bases de données présentes sur Internet, la base du Grand Mémorial. Bien qu'elle ne contienne pas la totalité des archives disponibles, la base du Grand Mémorial permet quand même une recherche nominative dans les fiches matricules indexées de 94 services d'archives partenaires. D'après le site, il est un point d'entrée vers plus de 8 millions de fiches matricules indexées, ainsi que sur les fiches des morts pour la France du site Mémoire des hommes. À noter aussi que les registres matricules du Centre des archives diplomatiques de Nantes, qui concerne les Français domiciliés à leurs 20 ans en Tunisie et au Maroc, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ne sont pas numérisés, sont malgré tout indexés dans cette base de données du Grand Mémorial. Un mot à présent sur les citations et décorations, car les militaires ont été largement décorés pendant la guerre ou après, parfois à titre posthume. Si l'on parle de citations, c'est parce que pour reconnaître les mérites d'un soldat ou d'un officier, il était cité à l'ordre. Cette récompense prenait la forme d'un texte décrivant l'attitude récompensée. Cette citation est accompagnée, la plupart du temps, de l'attribution d'une décoration. Donc la Légion d'honneur existe depuis 1802
et la médaille militaire depuis 1852. Mais une nouvelle décoration, la Croix de guerre, fut créée pendant le conflit par la loi du 8 avril 1915. Et au début des années 20, le ministère de la Guerre estimait à plus de 2 millions le nombre de citations attribuées aux combattants des armées françaises et alliées. Il n'y a pas que des citations individuelles, puisque des civils, certains régiments et même des communes ont obtenu des reconnaissances durant la guerre. Il est assez facile de retrouver les détails de ces attributions. Par exemple, le texte des citations peut figurer sur les fiches matricules, dans les journaux des marches et opérations ou les historiques régimentaires dont j'ai parlé précédemment. Le journal officiel de la République française, disponible sur Gallica, avec une recherche nominative possible, publie aussi certains détails sur les attributions les plus élevées, comme la Légion d'honneur ou la médaille militaire. Le centre des archives du personnel militaire, situé à Pau et faisant partie du service historique de la Défense, peut également délivrer le texte accompagnant l'attribution de la médaille militaire ou de la croix de guerre si l'individu faisait partie de l'armée de terre. Une autre ressource possible aux archives départementales, où se trouvent des documents comme des dossiers individuels pour des demandes d'attribution, qui sont à chercher en série N, celle de l'administration générale et de l'économie, ou la série R des affaires militaires, voire la série Z pour les sous-préfectures, par exemple. Maintenant, pour les livres d'or, la loi du 25 octobre 1919 lance le projet d'un livre d'or qui comprenait les noms des héros morts durant la Première Guerre mondiale, qui devaient à l'origine être déposés au Panthéon. Des listes furent adressées en 1929 par le ministère des Pensions aux maires français, chargés de les contrôler et de les corriger. Mais les contraintes budgétaires et la Seconde Guerre mondiale mirent fin à ce projet, dont seules restent désormais les listes préparatoires et la correspondance entre le ministère des Pensions et les maires. Bien qu'il existe certaines lacunes, les archives nationales conservent pour presque chaque commune française ces listes alphabétiques des soldats morts pour la France. C'est donc une ressource très importante. En revanche, ces listes concordent rarement avec les noms figurant sur les monuments aux morts des communes. Cela s'explique par le fait que ces derniers ont été généralement bâtis plus tôt, entre 1920 et 1925, ou par le fait que les personnes mentionnées sur un livre d'or soient celles qui soient nées ou qui résidaient dans la commune au moment de la mobilisation. Les livres d'or sont devenus aujourd'hui une source très consultée par les chercheurs, puisque ces listes permettent de connaître pour chaque soldat inscrit les noms et le prénom, la date et le lieu de naissance, son grade, son régiment, sa date et son lieu de décès. Ces livres d'or sont consultables directement sur le site des Archives nationales avec un classement par département. Après ces sources de documents qui concernent plutôt le parcours des militaires, voici quelques orientations de recherche pour ce qui est des civils vivant à l'époque de la Grande Guerre. Toujours aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, sont conservés plus de 50 000 dossiers individuels qui furent ouverts après la guerre pour des demandes de décoration. Par exemple, la médaille de la reconnaissance française ou la médaille des victimes de l'invasion. On y trouve aussi des demandes d'attribution, des dossiers de demande d'attribution pour le titre de déporté ou d'interné. Les archives du service des réfugiés, des rapatriés et internés civils du ministère de l'Intérieur, qui fonctionna entre 1914 et 1920, sont aussi conservées aux Archives nationales. Ces archives contiennent des listes de civils, des prisonniers ou des otages, par exemple, qui furent internés en Allemagne, en Russie ou en Autriche-Hongrie. On y trouve aussi des listes nominatives de réfugiés et de rapatriés français qui sont classés par département et par commune et qui comportent les noms, les âges et les professions et parfois l'état de santé et la date de rapatriement des individus. La guerre est associée la plupart du temps aux tranchées et aux poilus, mais des archives nous renseignent également sur le parcours et la vie des femmes
des mères ou des enfants des soldats. L'État français prend en charge les nombreux orphelins des soldats qui furent tués au front lors de la Première Guerre mondiale ou les orphelins des civils avec la loi du 27 juillet 1917 qui a créé le statut de pupille de la nation. Avec ce nouveau dispositif, la France adopte les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille est tué ou grièvement blessé par exemple. Les pupilles étant surtout gérées au niveau départemental, les archives départementales conservent des dossiers, principalement dans les fonds de la justice, c'est-à-dire les séries U et W, ou celles des affaires militaires que j'ai déjà citées, la série R. Le dossier d'un pupille pourra permettre de retracer toute une partie de son parcours avec son acte de naissance, l'acte de mariage de ses parents, des informations médicales, parfois un suivi de sa scolarité ou des demandes de subventions pour les dossiers les plus complets. Bien sûr, certains dossiers ne contiendront que des jugements d'adoption. Pour continuer, pour ce qui est des civils en temps de guerre, la guerre a également modifié la répartition des tâches du début du XXe siècle. En effet, dans les campagnes, les femmes ont pris la tête des exploitations agricoles, et puis en ville, le développement des industries de guerre et le départ au front des hommes fit que des milliers de femmes furent embauchées dans des usines d'armement. Je signale particulièrement les fonds conservés par le Centre des archives de l'armement et du personnel civil à Châtellerault, qui fait partie lui aussi du service historique de la Défense. Ce service conserve les dossiers du personnel civil employé par la Défense et certains des dossiers sont enregistrés dans une base de données nominative qui est interrogeable sur place, qui donne la cote du ou des documents qui concerneront la personne. Pour mieux connaître le quotidien des civils et les bouleversements engendrés par la guerre, je cite d'autres ressources plus générales qui peuvent être recherchées, toujours en série R des affaires militaires, aux archives départementales, pour ce qui est des documents sur les réquisitions et le ravitaillement de l'armée, ou encore des documents qui concernent le rationnement des denrées et la hausse des prix pendant la guerre. En série M, aux archives départementales toujours, il est aussi possible parfois de retrouver des registres de demandes de passeport qui ont été formulés, par exemple, pour la visite d'un membre de la famille qui était prisonnier à l'étranger. Il est également possible de retrouver des informations dans la presse de l'époque qui va par exemple mentionner les accidents survenus dans ces usines d'armement qui étaient en plein essor durant le conflit. Ici d'ailleurs un extrait du journal Le Salut public qui mentionne l'explosion survenue à Grenoble dans un dépôt de munitions le 29 mai 1918. De manière générale, je vous invite à consulter les instruments de recherche et les inventaires des services d'archives, car vous verrez que les documents pour ce début de XXe siècle sont nombreux. Voilà pour ce tour d'horizon des ressources disponibles, pour retracer à la fois un parcours militaire ou plus généralement la vie de nos ancêtres pendant cette période de la Première Guerre mondiale. Si la guerre de 14-18 est l'une des périodes qui nous a laissé le plus d'archives, c'est aussi car dès les débuts du conflit, les autorités civiles et militaires collectèrent les documents de l'époque. Et comme vous le voyez, les fonds disponibles sont riches et variés. Si vous le souhaitez, je vous propose de retrouver les liens directs vers les documents numérisés et vers les ressources accessibles en ligne, ainsi que les coordonnées des services d'archives que j'ai cités aujourd'hui, dans un document qui sera téléchargeable sur mon site internet à l'adresse affichée à l'écran. Voilà, j'espère que cette présentation vous donnera envie de vous intéresser à cette période et vous orientera vers des nouvelles pistes de recherche. Merci pour votre attention et j'espère que finalement tout le monde m'a bien entendu. Le son était parfait, merci Michael. Merci donc Michael pour cette présentation qui effectivement fait le tour d'horizon de toutes les pistes, de tous les sites, toutes les recherches possibles donc pour cette période de la Première Guerre mondiale et pas forcément donc pour
les soldats. Donc, je vais reprendre le contrôle de l'écran. Et donc, je vais commencer par annoncer le gagnant de l'abonnement complet pour une année à MyHeritage. Donc, félicitations Madame Audrey Legendre. Je vais vous contacter. Vous avez remporté un abonnement complet pour une année qui donne évidemment accès à toutes les fonctionnalités de MyHeritage, que ce soit pour l'arbre généalogique, la recherche dans la base des données et bien sûr aussi par exemple les outils photos. Donc vous avez, félicitations, vous avez accès maintenant pour une année à cet abonnement complet. Je vous rappelle que l'enregistrement de cette session sera disponible sur deux sites. Le site de la base de connaissances de MyHeritage, vous voyez ici le lien education.myheritage.fr, et la session sera aussi disponible sur le site en anglais familytreewebinars.com. Donc vous avez les deux sites offrent le replay bien sûr de façon gratuite. Je vous annonce le prochain webinaire le 24 mai prochain à la même heure. Alors aujourd'hui c'était la Première Guerre mondiale, c'est le hasard mais c'est une belle coïncidence. Le mois prochain, ce sera la Seconde Guerre mondiale et nous allons nous attacher plus particulièrement au parcours des prisonniers de guerre français avec Jérôme Malache, un expert de questions militaires que nous avons accueilli l'an dernier, par exemple, ou il y a 2 ans pour la guerre de 1870. Donc nous allons l'accueillir de nouveau, cette fois pour les prisonniers de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à vous signaler que dans la section recherche du site de MyHeritage, vous avez évidemment, vous le voyez ici en bas à droite, une catégorie qui concerne tous les documents militaires. Vous voyez en cliquant ici, vous voyez dans la colonne de droite les dernières collections qui ont été ajoutées concernent d'ailleurs la France. Donc je vous invite par exemple à rechercher notamment les registres matricules de vos ancêtres soldats sur MyHeritage. Je tiens à signaler aussi, c'est un billet de blog qui n'est pas récent, mais qui va vous expliquer en détail ce que Michael a évoqué pour la recherche dans les archives du CICR, quand ils avaient mis toutes les données pour la Première Guerre mondiale en août 2014, enfin juste après, à l'automne, j'avais écrit un billet justement sur la recherche que j'avais faite sur le site du CICR pour mon arrière-grand-père qui a été prisonnier de guerre en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Donc je vous conseille de, si vous voulez faire ce genre de recherche, de lire le billet, comme ça vous verrez en détail comment faire cette recherche pas à pas, comme l'a expliqué d'ailleurs très bien Michael. Ça n'a pas changé depuis 2014, c'est exactement le même procédé. Vous voyez ici le lien, il vous suffit donc de vous rendre sur le blog de MyHeritage, blog.myheritage.fr. Vous pouvez taper comme mot-clé de recherche le CICR et vous trouverez donc tout de suite ce billet. Donc ceci, je vous le rappelle, est la base de connaissances de MyHeritage qui vous aide à mieux utiliser MyHeritage grâce à des articles. Toutes les sessions des webinaires sont donc disponibles sur la base de connaissances. Vous voyez ici le lien de la base de connaissances. Vous avez donc des articles. Je vous signale d'ailleurs un des récents articles qui a été publié, a été écrit par Michael Mange sur les recensements français de 1872 et de 1906. Donc, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est sur cette base de connaissances, donc vous pouvez voir les sessions passées, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le prochain webinaire. Donc là, vous voyez, dans les prochaines heures, c'est le nouveau webinaire du mois de mai qui sera annoncé ici. Et en cliquant sur le bouton inscrire, vous pourrez donc vous inscrire à ce nouveau webinaire. Voici, je tiens à vous rappeler aussi un précédent webinaire de Michael qui est en ligne sur la base de connaissances évidemment, mais aussi sur le site de Legacy, vous le voyez ici, qui portait sur les principales sources d'archives généalogiques dont je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aussi écouter
ce webinaire. Vous voyez ici le lien de tous les webinaires de MyHeritage qui sont en français et donc gratuits aussi que vous pouvez consulter sur le site. Alors nous allons passer aux questions. Quelques questions. Beaucoup de personnes pendant la présentation justement ont demandé comment faire les recherches. Michael évidemment a expliqué au fur et à mesure avec toutes les pistes, les liens et ce que vous pouvez chercher. Mais je vais d'abord une question qui concerne la Gazette des Ardennes et la recherche des disparus. Est-ce que ces deux publications ont été jusqu'à quelle date ont été publiées ces publications? Si c'est vraiment jusqu'à la fin de la guerre ou ça a été un peu arrêté avant, au cours de 1918? Est-ce que, Michael, tu sais si ça a été publié jusqu'à la fin de la guerre? Pardon, Elisabeth, je n'ai pas très bien entendu la question. Est-ce que c'est une question au sujet de la Gazette des Ardennes et de la recherche des disparus, si ces deux publications ont été publiées jusqu'à la fin de la guerre? En tout cas, tes numéros sont disponibles jusqu'en 1918, il me semble, pour la Gazette des Ardennes. Mais jusqu'à la fin, ou je pense que la personne qui a posé cette question, c'était pour savoir si ça concernait un prisonnier qui a été un prisonnier prisonnier justement à la fin de l'année 1918. D'accord. Dans ce cas, peut-être qu'il y aurait plus peut-être des réponses aussi sur l'université, les archives de la Croix-Rouge qui sont en ligne. Mais en tout cas, il me semble que ça s'arrête en 1918, qu'il n'y a pas de numéro postérieur. Oui, enfin, ça couvre bien l'année 18, c'était ça la question en fait. Oui. L'année 18, très bien. Alors, une autre question, quelqu'un demande qui a noté toutes les informations sur la fiche matricule du militaire? Alors, normalement, ce sont les bureaux de recrutement. Dans les bureaux de recrutement, c'était lorsque le soldat était incorporé que la fiche était créée d'après les recensements en fait des conscrits qui étaient annuels. Et ensuite, elle était complétée au fur et à mesure du parcours. Par contre, qui est-ce qui venait à chaque fois, ça, oui, c'est pas forcément toujours la même personne, évidemment, Ça peut être souvent des ajouts postérieurs. D'ailleurs, on le remarque, ce sont des écritures différentes. Effectivement, oui. Alors, une autre question. Sur la fiche matricule de mon arrière-grand-père, j'ai une unité nommée 1er régiment des chasseurs d'Afrique. Je sais qu'il a été engagé sur le front d'Orient. Il n'y a pas d'informations y faisant référence sur cette fiche matricule. J'ai un numéro matricule, 3814. Auprès de quelle entité pourrais-je avoir plus de détails? J'ai entendu parler d'un organisme à Pau où pourraient être stockées des informations. Pour retrouver des informations sur le parcours de ce régiment? Ouais. C'est ça? Ouais. Et il n'y a pas de journal des marches d'opération pour ce régiment, a priori? Oui, je pense que la question a été posée vers la fin de la présentation, mais je pense qu'effectivement, en suivant toute la présentation et oui. Du coup, il me semble que le service de Pau contient des historiques des régiments. Ouais. Donc c'est bien ce que tu confirmes donc ce qui est écrit dans la question, que cet organisme à Pau pourrait apporter des réponses. Oui. Très bien. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie pour cette présentation. Je remercie à tous d'avoir été présents et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire sur les prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci Michael, merci à tous et à bientôt. Merci.